Je vais m'adresser à vous, Monsieur le Président, pour vous remercier tout d'abord de votre accueil, vous remercier pour vos propos introductifs qui sont toujours stimulants. Moi, je vous suis à distance. Lorsque vous prenez la parole dans le débat public, c'est stimulant parce que ça nous oblige, vous avez une pensée structurée, très structurée, ça nous oblige nous aussi à jouer un peu plus haut au filet et à se réinterroger aussi sur ce qu'on dit de façon presque automatique. Et finalement, les espaces de rencontre sont pas si nombreux que ça. Et on dit souvent que les réseaux sociaux sont des bulles. J'ai pas envie de tenir des propos de café du commerce, mais dans la vie réelle aussi, il y a un phénomène de bulle où on se parle à soi-même et penser contre soi, c'est absolument essentiel. Vos propos étaient stimulants, ils sont souvent aussi inconfortables. Et il faut le dire. Ils sont inconfortables parce que ils sont évidemment de bonne foi, mais ils ne correspondent pas aux réalités que nous percevons. Alors, c'est très probablement normal, mais je souhaiterais m'en expliquer devant vous. Vous évoquiez la gouvernance d'entreprise et le dialogue social, puisque ce sont les sujets qui nous occupent ce matin. Le dialogue social, au risque de vous choquer, mais j'ai quand même des chiffres derrière, pour tenir ces propos, le dialogue social en France se porte bien. Pourquoi il se porte bien ? Je vais m'en expliquer devant vous, puis vous jugerez. Pourquoi ? Parce qu'on a inversé la pyramide du dialogue social. Vous savez, il y a quelques années, le dialogue social, c'était sur le perron de Matignon. À Paris, on convoquait presque les organisations patronales et les syndicats et on les sommait de trouver un accord sur le salaire minimum ou sur tel ou tel sujet. Et puis, tous sortaient en disant on a un accord. On était dans... Aujourd'hui, on parle de conclave. On a un accord qui est fait à Paris et qui s'appliquera partout, dans toutes les entreprises, dans tous les secteurs de France, que vous soyez à Vesoul, à Lorient, à Alès, vous appliquerez la même chose. Eh ben non, excusez-moi, lorsque vous êtes une TPE dans le textile, dans les Vosges ou dans l'Aube, vous n'avez pas les mêmes sujets que si vous êtes une boîte de la tech dans le Finistère qui travaille sur les vers marins, par exemple. Donc vous avez des problématiques qui sont différentes. Le MEDEF s'est fait un harakiri. Le MEDEF est un peu kamikaze. Le MEDEF s'est coupé de sa raison d'être, puisque notre raison d'être, c'est le dialogue social, le paritarisme de gestion, et nous avons poussé pour que le dialogue social se passe dans les branches et dans les entreprises. Dans les branches et les entreprises. Et donc, il y a eu un ensemble de réformes, les ordonnances Macron, El Khomri, la loi PAC, qui ont visé à envoyer du dialogue social dans les branches, dans les métiers, dans les filières et dans les entreprises. Pourquoi on l'a fait ? Parce que notre vision est la suivante. Le dialogue social qui se passe dans les entreprises est moins théâtralisé que le dialogue social à l'échelle nationale. Il est plus concret parce que les salariés, en tout cas tels que nous on le perçoit, sont attachés à leur outil de travail. Ils aiment leurs entreprises et même les Français aiment leurs entreprises. Quand on regarde les enquêtes d'opinion, 8 Français sur 10 disent que les entreprises sont un lieu non pas de conflictualité, alors ça peut l'être, ça peut l'être, mais excusez-moi, les Allemands, c'est pas parce qu'ils font de la congestion qu'ils font pas les plans sociaux chez Volkswagen, ça empêche rien du tout ça. Ce qui empêche les plans sociaux, c'est d'avoir une économie dynamique, une économie compétitive. Et, excusez-moi aussi peut-être de l'évoquer, mais quand on parle de ce dialogue social, on mesure quand même le taux de conflictualité dans les entreprises. Ce taux de conflictualité, il a des niveaux historiquement bas. Vous vous rappelez des années 90 ? Alors aujourd'hui, il y a des plans sociaux, donc ça revient. Mais dans les années 90, vous aviez des pneus qui brûlaient devant les usines, beaucoup, parce qu'il y avait ce mouvement de délocalisation qui, à vrai dire, est lié à plusieurs raisons. 1, parce que les coûts étaient trop élevés en France, et 2, parce qu'on se rapprochait des marchés qu'on voulait servir, des marchés émergents, des BRICS, là où il y a de la consommation, là où il y a de la croissance. Donc toutes les délocalisations ne se valent pas. Mais néanmoins, ce taux de conflictualité qui a baissé, on le constate aussi dans les mouvements sociaux en général. Lorsqu'il y a eu les gilets jaunes, nos entreprises n'ont pas été submergées de gilets jaunes. Ils n'étaient pas dans les hangars, ils n'étaient pas dans les entrepôts, ils n'étaient pas chez nous. Il n'y a pas eu d'entreprises qui ont été entravées. Peut-être Sandouville, mais pour des questions internes aux syndicats. Peut-être Amazon, pour des questions extrêmement spécifiques. Au contraire, on n'a jamais autant signé d'accords que pendant la crise sanitaire. Plus de 44 000 accords pour notamment l'activité partielle de longue durée. Un mécanisme qu'on a trouvé avec les syndicats. On a signé quelque chose, un ANI avec les syndicats sur la santé au travail, sur le partage de la valeur. Madame, vous le rappeliez, le partage de la valeur, il y a 42 propositions techniques pour le partage de la valeur. D'ailleurs, partage de la valeur, au passage, qui ne s'est pas déformé dans les 30 dernières années. Et il est au bénéfice des salariés. 70% versus 30% pour les actionnaires. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la DG Trésor, l'INSEE. Et encore mieux, c'est les syndicats et les mouvements patronaux, puisqu'on a fait une étude
conjointe, il faudra demander. Alors, il y a peut-être la CGT qui n'a pas signé, pour être tout à fait honnête, mais les autres syndicats l'ont signé et ce constat, il a été partagé. Il y a eu des déformations parce qu'évidemment, il faut de l'honnêteté intellectuelle. Ça dépend des périodes de référence, mais on a fait ce travail avec les syndicats. Donc, sur ces 30 années-là, si on prend peut-être des durées différentes, c'est un peu différent. Néanmoins, ce rapport, ce n'est pas en France qu'il est le plus déformé au monde. Et puis, quand on parle de dialogue social, il faut aussi voir le public par rapport au privé. Parce qu'on entend des leçons toute la journée du secteur public, de l'État employeur. L'État employeur, c'est le pire employeur. Les contrats courts, allez voir au niveau de l'État comment ils traitent les gens. Les salaires, on a plus progressé dans le privé que dans le public. Les conditions de travail dans le public, je ne suis pas sûr qu'elles soient extrêmement bonnes. En tout cas, si on écoute nos concitoyens, si on écoute les gens qui travaillent dans les services publics, ils vous disent tous que les conditions de travail ne sont pas excellentes. Donc moi, je m'en tiens. Et puis c'est vous qui le dites aussi. Donc moi, je vous écoute. Donc vous dites que les conditions de travail dans le secteur public ou les services publics ne sont pas optimales. Oui, c'est vrai. Et donc l'État employeur doit faire aussi ce qu'il demande aux entreprises privées. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long. J'aurais juste voulu dire à peut-être Jean-Hervé Lorenzi quand même que la productivité, je suis désolé, mais il y a quand même un écart qui s'est creusé et qui est grave. Parce que quand les États-Unis d'Amérique, chaque année, font 2,5% de croissance avec une productivité qui est décorrélée de ce qu'on fait en Europe, on voit le décrochage. Ils ont une capacité à investir dans l'intelligence artificielle énorme. Les plans qui ont été annoncés, on a parlé de 500 milliards, mais il y a Meta qui a annoncé hier 60 milliards. Le budget du CNRS, c'est quoi? C'est 3 milliards 7. C'est une blague à côté de ce qu'ils investissent en intelligence artificielle. Donc, la création de richesses aux États-Unis, malgré les inégalités sociales, ils ont des problèmes aux États-Unis. Ce n'est pas un paradis. Nous, on est très heureux au MEDEF d'être européens. On est pour des systèmes de solidarité. Mais comment ils peuvent être durables? Comment ils peuvent être pérennes? Nous, on pense, c'est la façon dont on voit les choses, que c'est en créant ces richesses, certes, ce n'est pas que les entreprises qui les créent, mais quand même, c'est beaucoup les entreprises, le secteur marchand. Le secteur non marchand dépend du secteur marchand. On pense que c'est avec des cotisations. Alors, je ne sais pas comment vous les appelez. Les syndicats disent, non, nous on appelle ça charge, et les syndicats disent revenus différés. Salaire différé. Salaire différé. Bon, salaire différé. Néanmoins, le salaire différé, on en prend dans la poche des salariés quand même beaucoup. Et je ne sais pas s'il sera différé. Alors, pour terminer, je dirais, puisqu'on le voit avec les retraites, on n'est pas vraiment sûr du niveau de pension. Donc nous, on est aussi un peu insoumis d'une certaine façon, et j'en terminerai par là, puisque je vais au bout de mon raisonnement. On est un peu insoumis à notre façon, puisque vous portez ici la détention par les salariés du capital des entreprises d'une certaine façon. Mais nous, on défend l'actionnariat salarié. La France, c'est le pays européen où il y a le plus d'actionnariat salarié. D'ailleurs, ça leur donne des voix au conseil d'administration. On en est ravis. Défendons l'actionnariat salarié. Mais si on défend l'actionnariat salarié, pourquoi on ne défend pas non plus les retraites par capitalisation? Pourquoi on s'empêche d'avoir un rendement pour les pensionnés? Pourquoi on dit d'un côté que les entreprises se gavent et que le CAC 40 fait des profits mirifiques, et pourquoi on interdit aux salariés d'en profiter? Donc l'actionnariat salarié, c'est une chose qu'on développe avec des outils extrêmement concrets, et en plus ça stabilise le capital de nos entreprises. Parce que vous savez que Total, aujourd'hui, est détenu plus par des capitaux étrangers que français. Donc lorsque vous entendez que Patrick Pouyanné évoque New York comme seconde place pour lister l'entreprise, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'on parle de gouvernance, les actionnaires ne sont plus français. Et pourquoi? Parce qu'on s'est interdit des outils, notamment les fonds de pension. Donc ayons des fonds de pension à la française, on pourrait en discuter. Merci. Vous n'êtes pas surpris de tomber sur un esprit critique, comme vous-même. Donc je vais mettre en avant une ou deux choses. D'abord, c'est votre tour. Hein. D'abord, l'effondrement de la pensée néolibérale. Ils n'ont strictement rien à dire. C'est-à-dire, on a terminé le XXe siècle avec la fin de l'URSS, enfin on était débarrassé du collectivisme, gna 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 et tout ça. On a vécu les années 90 où prononcer le mot capitalisme faisait qu'on vous regardait avec un air navré. Genre, oh, le pauvre, il en est encore là. Bon, bref. Et ensuite, il y a eu une série de choses. Une nouvelle organisation géopolitique du monde, le calcul qu'ont fait les Nord-Américains, qui sont d'une manière générale des sauvages. Donc, ils se figurent toujours que tout va tourner à leur avantage. Ils interviennent en Irak pour empêcher les chiites de la dominer. Résultat, ce sont les chiites qui dominent. Ils envahissent l'Afghanistan pour les punir. Et à la fin, c'est eux qui partent en courant. Et d'une manière générale, alors dans les années où il fallait nuire à l'URSS, ils sont allés voir les Chinois.
pour leur dire on a un bon truc à vous proposer, vous bossez, vous faites et nous on vous achète. Et comme on n'a pas de sous, ça fait de la dette et vous rachetez nos titres de dette. Et on a organisé un cycle comme ça. Mais pendant ce temps-là, les Chinois qui sont premièrement la plus vieille puissance du monde, le premier PIB du 19e siècle, eh bien, ont conquis la première place et ils produisent maintenant, à l'horizon 2030-2035, ils produiront autant que tous les autres pays avancés. Par conséquent, leur domination est un fait. Ils ont gagné cette partie-là. Les États-Unis d'Amérique vont répliquer par la guerre. Ils ont dit eux-mêmes, il n'y a pas de solution de marché à la compétition avec la Chine. Donc, ils préparent la guerre avec la Chine, raison pour laquelle ils vont organiser la paix ailleurs, si j'ose dire la paix, en Ukraine et ainsi de suite, pour pouvoir concentrer la ligne de front qui aujourd'hui est dominée par les Chinois en mer de Chine. Parce que les Chinois défendent la mer de Chine et les États-Unis d'Amérique tout le reste. Par conséquent, ils sont en situation de fragilité. Donc c'est ça qui nous pend au nez. Et eux, pendant ce temps-là, les néolibéraux, qui avaient toujours des solutions à tout et qui avaient inventé la main invisible du marché, sont avec zéro idée sur ce qu'on pourrait faire. Ils sont confrontés à une crise de l'écosystème, ils n'ont pas d'idée sur la question, ils ne proposent rien. Et la puissance dominante, si elle propose quelque chose, elle n'en a rien à faire. M. Trump est sorti de l'accord de Paris, comme vous le savez, et nous allons donc entrer, et puis deuxièmement, veut annuler à l'échelle du monde l'impôt minimum de 15%. Voilà, c'est ça la réponse de la puissance dominante qui est leur leader, qui est sur lequel sont alignés tous les puissants en Europe et toutes les puissances d'une manière générale. Alors nous, c'est un défi nouveau pour nous aussi, les insoumis, parce que jusqu'à présent, tout a été pensé dans un cadre politique, et ce cadre politique est entré en bouleversement. Mais d'abord, je veux noter le fait ils sont en panne, ils ne savent plus quoi faire. Comme nous, dans les années 90, qu'est-ce qu'il fallait faire? L'URSS venait de s'effondrer, même des gens comme moi qui n'aimaient pas ce système, la manière dont c'était organisé, mais qu'est-ce qu'on allait faire d'autre? Eh ben, on n'en savait rien. Qu'est-ce qu'on allait faire? On allait résister, on allait défendre la dignité humaine, etc. Mais quel modèle on a? Je trouve qu'on a avancé de notre côté. On a un modèle, d'abord, on a avancé le thème de la planification écologique. Le thème, on n'en a pas parlé ce matin parce que ce n'est pas le sujet, mais c'est qui est le maître des horloges, la coïncidence des cycles, le cycle de la production, le cycle de la nature, le cycle de la vie humaine. Aujourd'hui, certainement, est-ce de la discordance des temps, des différents temps sociaux et des temps naturels que vient le fond de la crise conjointe du productivisme et du capitalisme. Parce que la crise du capitalisme n'est pas la seule forme. On dit crise, le mot n'est pas adapté pour dire une inflammation provisoire. Non, c'est fini. La bifurcation est prise, le climat a changé, c'est irréversible. Nous sommes confrontés à un grand désordre qu'il va falloir dominer, maîtriser. Bon, voilà. Alors, un, ils n'ont pas d'idée. Deux, on en a. Et on a un contre-modèle à opposer. Moi, j'aime beaucoup Lorenzi, parce que je le connais depuis la nuit des temps, où nous étions tous les deux, d'accord? Et je vois bien comment il a évolué, de quel côté, et moi de l'autre. C'est-à-dire en cherchant dans le collectivisme les réponses qu'on allait pouvoir trouver pour le XXIe siècle. J'estime qu'en mettant le doigt sur la discordance des temps, en mettant le doigt sur la planification écologique, en mettant le doigt sur le biomimétisme pour la production, qui est quand même d'aller chercher le modèle, si vous cherchez, vous autres les capitalistes, un bon modèle d'efficacité, la nature. Ce sont les systèmes qui sont les plus économiques de matières premières et les plus économiques en énergie. C'est dans la nature. Donc le biomimétisme, qui n'est pas la biotechnologie, hein, le biomimétisme est une des sorties. Bon, bref, je ne vais pas vous faire tout le catalogue, mais je suis observé. Et alors je suis content quand je vois des journalistes qui sont des libéraux. Bon, c'est normal, c'est bien qu'il y ait un débat, qu'on discute, qu'on ne soit pas d'accord. Je vous reprendrai ce que je vous ai déjà dit sur Héraclite. Hein. Le futur est l'enfant de la discorde. Ce n'est pas le consensus qui fait avancer les idées, c'est l'antagonisme. Donc c'est la vie, c'est comme ça, donc tant mieux. Mais j'ai vu quelques beaux journalistes commencer à dire « Bon, ça va, on a compris, il faut que l'État intervienne. Bon, mais les libéraux, quelle est notre vision du futur ?» Je vous réponds, vous êtes disqualifiés. Vous passez dans l'arrière-fond avec les féodaux, les seigneurs féodaux, le capital. C'est à peu près du même niveau de performance intellectuelle. Parce que ça ne mène nulle part. Ils n'ont pas de solution. Ils ne savent pas y répondre. Et alors, du coup, on est obligé de caricaturer ce que nous racontons. Vous avez vu, les 3/4 du temps, moi j'écoute ce qu'a dit Mélenchon dans la bouche des autres, je suis stupéfait. Ce type est extraordinaire. Hein. C'est incroyable ce qu'il peut raconter comme chose, qu'il les met hors d'eux. Je ne me reconnais dans rien. Par exemple, je n'ai pas dit que
l'industrialisation, c'était pas bien. Je dis juste que l'industrialisation, ça n'existe pas. Produire quelque chose avec une finalité, ça existe. Et on peut discuter. Ça assainira la discussion, parce que Sophia a tout à fait raison. S'ils ne veulent pas le faire, les autres, bon, ça passera. Les amis, on n'a pas besoin d'eux. C'est un mythe de croire qu'on a besoin des capitalistes pour produire une vue de l'esprit. À l'instant, notre invité du MEDEF, que je remercie, et pour son audace, parce qu'il a du cran, le gars. Hein. Il vient dans un nid de frelons et il pique. Bon, d'accord, on va voir. Et il dit, oui, on n'a pas les fonds de pension et tout. Bah, bien sûr. Pourquoi ils ont ces moyens? Parce qu'on leur en a donné la liberté, cher ami. Qui a ouvert le capital d'Airbus au capital flottant mondial? C'est une idiotie sans nom d'avoir fait ça. Maintenant, c'est ceux qui sont là-dedans, c'est même pas qui c'est, qui va prendre des... Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pour que les fonds de pension interviennent dans tout, parce que le but d'un fonds de pension, c'est de payer des pensions, je vous le rappelle. Par conséquent, pas de faire de la retraite par répartition. Donc, ne pas faire fonctionner l'économie sur le facteur humain, mais sur le facteur capitalistique. La réponse est non. On ne le fera pas et on vous empêchera de le faire. Voilà ce qu'on... Attendez, non, attendez, ça reste un colloque d'intellectuels, donc on ne s'applaudit pas. Sauf à la fin pour dire on est plutôt content. Non, mais moi, je le dis parce que je demande que mes interlocuteurs comprennent que ce que nous mettons en scène, c'est une option. Ce n'est pas un délire idéologique. Montrez-nous que nous avons tort. Ne nous dites pas nous sommes capables de faire autrement, parce que ce n'est pas vrai. Vous n'êtes pas capable de faire autrement. Ce n'est pas à vous que je m'en prends, hein. Je veux dire au système, il n'est pas capable de faire autrement. Il ne sait rien faire d'autre que ça, alors qu'il y a une alternative. Donc, alors ça, c'est pour le fond de l'affaire. Hein. Après, sur la question le débat de ce matin m'interpelle sur un point. Tous les facteurs de production ont été pris en cause, jusqu'au plus abstrait par M. Lorenzi tout à l'heure. Mais le facteur humain, qui est la qualification, n'apparaît jamais dans les paramètres qu'on met sur la table. Or, seul le travail humain produit de la richesse. Il faut s'en convaincre. Vous pouvez avoir la machine la plus perfectionnée, vous êtes obligé de mettre un gus devant ou une fille devant qui appuie sur les bons boutons. Et ce n'est pas en lui filant une banane à la fin quand il a appuyé sur le bon que vous êtes sûr que ça va se faire. Ça ne peut se faire que par l'élévation du niveau culturel des personnes qui travaillent. Et quand je dis le niveau culturel, ça englobe tous les aspects et la capacité d'invention de l'être humain qui dépend de la diversité de ce qu'il a dans la tête. Si vous lui mettez qu'une seule et unique chose, il ne sortira que ce que est capable de faire une machine ou une intelligence artificielle. Plus l'être humain est cultivé, éduqué et humanisé, plus il invente, plus il trouve des solutions, et les machines ne les trouveront jamais. Allez voir un ouvrier qui a un CAP ou un bac pro de chaudronnerie, il ne fera pas un seul chaudron de toute sa vie, mais ce qui est certain, c'est qu'il va faire des carlingues qui se règlent au micron, pour ce qui concerne un certain nombre d'objets, comme des missiles, tout ce que vous voulez, bref. Et pour faire ça, eh ben, on fait des maths de top plus. On donne à un garçon ou une fille qui est là le niveau de ce qu'on met en maths LM pour refroidir les élèves quand ils ont les hormones qui ont trop travaillé au printemps. On leur met des sujets et les autres, on leur colle pour faire les carlingues tous les jours. Cette réalité-là, il faut absolument que nous, on la réhabilite. Et on ne le fait pas assez. Nous, les insoumis, on ne le fait pas assez. On ne fait pas assez. Et alors, du coup, on supporte des bêtises comme l'apprentissage. Alors, ils sont là. L'apprentissage par-ci, l'apprentissage par-là. Ils veulent en foutre partout. Résultat, qu'est-ce que vous voulez faire en apprentissage? Bien des choses. C'est bien. Mais vous reproduisez l'existant. C'est la racine même de l'apprentissage. Vous regardez, ça marche dans certains pays, dans certaines conditions. Pourquoi ça a marché en Allemagne? Ben parce que la nature de la relation sociale et du rapport de force, c'est par ça que je vais terminer, est différente complètement en Allemagne d'en France. En France, en Allemagne, si le syndicat auquel vous appartenez comme ouvrier a signé le contrat avec le patron, et si le patron a signé le contrat de la branche, alors à ce moment-là, vous avez l'avantage. Et donc, vous pouvez imaginer une progression qui se fait à l'intérieur de l'entreprise par la voie de l'apprentissage et de la progression interne. En France, où on moque beaucoup les Français parce qu'ils ne sont pas assez syndiqués, mais rappelez-vous qu'en Allemagne, si vous n'êtes pas syndiqué, les contenus des accords, ce n'est pas pour vous. Donc tout le monde se syndique. Et comme ils se sont tous syndiqués, je vais vous prendre l'exemple des Danois, qui étaient très contents de leur système, jusqu'au jour où quelqu'un a dit oui, tout ça est très bien, mais il faut quand même que la banque puisse intervenir et vendre ses parts d'action. Du jour au lendemain,
on est passé de 80% de travailleurs sous convention collective à 20%. Pourquoi? Ben parce que les fonds de pension sont arrivés et que le fonds de pension, il habite nulle part. Vous ne savez pas qui c'est. Vous le cherchez, vous tapez à une porte, à celui-là, il est là, non, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là, on ne sait pas. Vous n'êtes pas content, on s'en va. Ah non, non, monsieur, restez. Voilà. C'est simple à comprendre. Donc, évacuer la notion de rapport de force, c'est tout simplement évacuer la vie elle-même. Ça m'amène, parce qu'on ne peut pas en faire plus ce matin, et qu'il y a plein de choses qui ont été dites, que tout contribue à notre pensée. Voilà. On doit tenir compte de tout ce qui a été dit ce matin, et ou bien on est capable de répondre à chaque objection, ou sinon on retourne chez nous pour continuer à travailler et trouver la réponse à chacune des questions. C'est pour ça qu'on a besoin de contradictions, et de contradictions frontales. Pas de demi-machin où on nous entourloupe. Dites-nous comment vous voulez faire le monde de demain et on répondra soit en disant « Ah bah oui, c'est pas bête, on prend ça », soit on répondra en disant « Vous êtes complètement fou, qu'est-ce que vous nous racontez ?» Tant que vous laisserez la logique de l'accumulation du capital, qui se traduit par un cycle, les amis, c'est que ça. L'accumulation du capital, c'est marchandise, argent, marchandise, argent, marchandise, argent. Et il faut que ça s'accélère sans cesse. Quand vous vous posez la question des gains de productivité, est-ce que je peux, moi, vous en poser une? Est-ce que vous ne pensez pas qu'un jour, il y a une limite? Vous croyez que les arbres poussent jusqu'au ciel? Non, bien sûr. Personne ne peut croire une chose pareille. Donc, vous allez croire que la productivité peut sans cesse s'améliorer si vous y mettez des machines. Pour mettre des machines, il faut mettre de l'intelligence. Pour mettre de l'intelligence, il faut de la culture. Pour faire de la culture, ça coûte et c'est pas gratuit. Donc, il faut une puissance publique. Voilà le cercle vertueux. Si vous partez de l'idée, plus ça va rendre et plus on va être fort, ben allez-y, faites-le. Allez, courez 2 fois plus vite, produisez 4 fois plus vite. Vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. Et vous crèverez les gens en route et auparavant, ils vous auront pendu et ça sera bien fait. Voilà. Mais pourquoi? Non, mais attends, bah, il faut mettre un peu d'ambiance. Vous croyez que vous êtes innocent, vous? Non, mais justement, je termine par vous. Parce que, bon, alors, moi, j'admire. Hein. Vous me connaissez, donc je peux qu'admirer un audacieux. Le gars, il vient et pif, paf, pouf, tout le monde en a pris, là. Ça y a été. Bon, mais c'est bien, ça fait tourner l'intelligence. Alors, comme ça, la négociation sociale est performante. Alors, vraiment, vous manquez pas d'audace. Mais alors, moi, j'ai admiré comment vous y êtes pris. Pour dire c'était trop rigide, Paris, pouah, Paris, les Parisiens. La loi, la même partout, pouah, quelle horreur. Bon. Et alors, ça se passe où? Dans l'entreprise. C'est pas mignon, ça? Eh, franchement, on est là avec le patron. Ça va, Marcel, aujourd'hui? Et ta femme et tout. Ça va falloir bosser, hein, parce que t'as vu le carnet de commerce. Il y a un mec qui est venu hier, faut bosser, on reste là ce week-end. C'est pas génial, ça? C'est pas humain, c'est pas formidable? Non, vous avez utilisé votre victoire, et je ne vous le reproche pas, parce que nous vous infligerons la même chose dans l'autre sens, à la première occasion. Monsieur Macron a gagné, et la première chose qu'il fait, c'est le renversement du principe de faveur dans l'entreprise. C'est-à-dire que ce qui était le cadre français, qu'on moquait, les travailleurs français, ils ne syndiquent pas assez, mais nous, chaque fois qu'un accord de branche est voté, nous en étendons le bénéfice à tous les travailleurs. Résultat, 90% des travailleurs français sont sous convention collective, pendant que tes petits génies sociodémocrates, c'est exactement l'inverse. D'accord? Mais enfin, bon, comme leurs chefs bureaucrates de leurs grands syndicats sont contents, soyons tous contents. Mais je vais y venir, il y en aura pour tout le monde. Je finis là-dessus. Donc, ce n'est pas vrai, cher ami, je suis obligé de vous le dire. Ce que vous appelez le dialogue social n'est pas ce que nous appelons le dialogue social. Donc on ne parle pas de la même chose. On est très content qu'il y ait des relations aimables entre les gens dans les entreprises. Ça ne nous dérange pas du tout. Hein. Mais il faut quand même nous prendre au sérieux. Le dialogue, c'est celui qui va aboutir au partage de la richesse, c'est celui qui va aboutir à l'organisation du process de travail, c'est celui qui va donner un sens à la production, à l'objet qu'on produit. Nous, c'est ça qu'on met dans le dialogue. Pas juste, on se réunit et puis on voit s'il reste quelques miettes à lâcher à Pierre-Paul ou Jacques. Le principe de faveur a été renversé et nous n'en sommes pas d'accord, donc nous rétablirons le principe de faveur. C'est quoi le principe de faveur? C'est qu'il y a la loi et tu ne peux rien faire dans une entreprise qui soit en dessous de la loi, parce que c'est ça qu'ils veulent. Vous savez, discuter dans un coin, bon, non, ouais. Non, tu ne peux pas faire moins que la loi. Donc l'accord de branche peut faire mieux que la loi, tant mieux. Et puis, l'accord d'entreprise ne peut pas faire moins que l'accord de branche. Et comme ça, on a une logique de progrès. Tu discutes pour aboutir à quoi? À mieux, pas à moins. D'accord? Or, c'est ce qu'ils nous ont fait pendant 20 ans. Tous ceux qui ont été assez bêtes pour signer des accords où on augmentait la durée du travail, où on diminuait le temps libre, où on diminuait les salaires, où on rognait sur les heures supplémentaires, où ils sont passés?
Où ils sont passés? Où sont leurs boîtes? Elles ont fermé. Parce que les autres les ont pressés comme des citrons et ils sont partis dès que le citron n'arrivait plus à suivre la cadence. Je ne donne pas les noms de toutes les boîtes pour être disgracieux avec personne, mais il n'existe pas d'exemple du contraire où les travailleurs aient consenti un abandon d'un acquis précédent et que ça se soit terminé par autre chose que la liquidation. Il n'y a pas de précédent dans ce domaine. Par contre, tous ceux qui ont cherché à améliorer la situation ont été obligés de s'améliorer eux-mêmes et ils ont donné des situations sociales et productives plus intéressantes. Voilà notre base de réflexion. Alors après, vous avez cité les gilets jaunes qui ne vous ont pas agressé, en effet. En effet, mais je vais vous offrir mon bouquin, vous allez découvrir le concept de révolution citoyenne. Parce qu'il est vrai que la lutte de classe en entreprise ne pèse plus et ne joue plus de la même manière par rapport aux rapports sociaux dans leur ensemble. Notamment, et pour faire bref, parce que la racine de l'aliénation capitaliste s'est déplacée. Bien sûr, il y a toujours la production et le surproduit social ou la plus-value. Ça, c'est incontournable. En ce sens, l'entreprise a sa justification dans l'augmentation de la production nécessaire, incontournable compte tenu du fait que nous sommes 8 milliards d'êtres humains, bientôt 10. Donc, allez pas raconter qu'on va produire la même quantité que pour 2 fois moins, hein, ou 3 fois moins. Je vous signale que ma génération, et je ne vous le souhaite pas, a été contemporaine de 2 doublements de la population. J'espère que ça ne vous arrivera pas, hein, parce que ça veut dire 32 milliards d'êtres humains. Alors là, vous pouvez fermer tout de suite. Hein. Bon. Alors, dans ces conditions, on sait qu'il y a un problème de la production. Donc, on ne peut pas ne pas poser la question du rapport à l'écosystème. Le capitalisme s'en fout. C'est ça qui est frappant. Il s'en fout. L'autre, il vient de gagner l'élection tant qu'il sort de l'accord de Paris. Ce n'est pas son sujet. Il n'y a jamais eu autant d'accords, il n'y a jamais eu autant de chantiers, de pipelines, de gazoducs, etc. dans le monde qu'il y en a aujourd'hui, alors que tout le monde bêle en cadence dans tous les médias pour dire qu'on va décarboner. C'est tous des menteurs. Des menteurs, ils vous rassurent pour vous endormir. Je ne parle pas pour vous, hein, ne le prenez pas. Non, mais je vous regarde comme vous m'avez regardé tout à l'heure. Hein. Vous vous sentiez un peu concerné. Hein. Non, mais un peu quand même, oui. Bon. Donc, que s'est-il passé? Les phénomènes révolutionnaires viennent d'un nouvel acteur social, le peuple. Parce que le peuple, au XXIe siècle, c'est toutes les personnes qui dépendent des réseaux du collectif pour produire et reproduire leur existence matérielle. Et ce rapport au réseau n'est jamais un rapport neutre. C'est toujours un rapport sous domination. C'est un rapport qui contient le contrat social qui est celui du capitalisme. Alors, le contrat de travail, on l'a évoqué, je trouve qu'on aurait dû... c'est la question centrale, c'est un rapport de subordination. C'est la seule fois où des êtres humains libres signent un texte dans lequel ils acceptent de ne plus l'être. Donc ça pose je ne vous dis pas qu'on peut faire, peut-être qu'on ne peut pas faire autrement, vous nous le démontrerez, mais nous qui pensons que la liberté est fondamentale, parce que ça aussi c'est un des grands malentendus, il paraît que c'est le capitalisme qui est pour la liberté. Pardon, il y a une erreur totale. C'est l'humanisme qui pose la liberté de l'individu à se construire. Ou alors je finis en vous disant que vous avez bénéficié dans le cas des Gilets jaunes de la même astuce que vous avez trouvée la dernière fois. Il faut que j'arrête de le regarder, cet homme, il va croire que j'en veux. Alors donc. Mais comprenez-moi les amis, qu'est-ce qui s'est passé quasiment au début du mouvement Gilets jaunes, je vais vous le dire, ça va vous faire couiner les oreilles. Il y a eu un grand texte contre la violence qui est sorti entre le MEDEF et un certain nombre de syndicats ouvriers, qui, au lieu de dire le pauvre peuple est en train de se défendre, hein, a dit du calme. Et après, ils viennent me voir, moi. Dites du calme, monsieur Mélenchon. Ben non, je dis jamais du calme. Je dis de la justice, du droit, mais du calme, allez vous faire voir. Ce n'est pas le problème qui est posé dans cette société, c'est celui de la justice. Et là, vous avez eu un grand texte, et alors ils sont tombés d'accord entre tous pour dire non, non, surtout, hein, du calme. Donc, pas de jonction entre le mouvement populaire et la classe ouvrière organisée. Ça me cuit de vous le dire, mais c'est un des grands problèmes auxquels on est confronté. On vire un gouvernement et on a droit derrière à un texte, à nouveau, où il y a des syndicats, des confédérations syndicales, et le MEDEF en train de dire « nous avons besoin de la stabilité ». Pas du tout, nous n'avons pas besoin de la stabilité du gouvernement Macron. Dans notre avis, nous avons besoin que M. Macron s'en aille, ainsi que M. Barnier, ainsi que M. Bayrou, ainsi que tous ceux qu'ils auront trouvés, pour venir faire la même chose et pire à chaque fois. Vous avez eu la démonstration qu'ils ne sont ouverts à aucun compromis. Ils ne veulent pas du compromis social. Par conséquent, tous ceux qui viennent nous jouer de la musique sur la social-démocratie feraient bien de s'en rappeler. Nous aurons un compromis social, je l'ai dit, mais on ne l'aura pas avec tout le patronat. On l'aura avec certains secteurs plus facilement qu'avec d'autres. Alors vous, je viens de découvrir, vous êtes dans la construction. C'est parfait la construction, parce que ceux-là, ils ne peuvent pas délocaliser.
voyez, on ne va pas les construire les HLM et nous, on ne va pas aller habiter à Hong Kong. Hein. De même, la restauration, très bien le patronat de la restauration, venez discuter avec nous. Vous n'allez pas nourrir des gens à Hong Kong. Ça veut dire que la relocalisation coïncide avec une capacité de refaire tourner une économie dans un cadre qu'on peut cadrer. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de firmes multinationales, mais ça ne sert à rien de vouloir jouer dans cette catégorie. Il y a des entreprises multinationales françaises. Ça vous fait quoi qu'elles soient françaises, dites-moi? On ne peut même pas les taxer, ils foutent le camp pour aller mettre leur siège social dans les pays où on les taxe moins. Donc il faut arrêter avec ça. Nos entreprises. Alors ça donne la France-Afrique. Résultat, on se fait foutre dehors de partout, à juste titre, et détester. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait, nous? Nous, on ne demande pas mieux que de travailler avec les Africains. On est prêt avec ceux qui sont francophones à faire des choses. Vous entendez tout ça. Stop à cette forme d'appropriation qui n'existe pas. Ce qu'il faut, c'est savoir à quoi on veut arriver et comment. Et n'allez pas vous faire croire qu'il n'y a pas de capital en France. Ça, c'est la grosse rigolade. Je vais déjà vous en trouver 750 milliards si vous avez envie. Il y a 1500 milliards dans l'assurance vie. Si vous retirez l'avantage fiscal, 1 euro sur 2 est mis à l'étranger. Il faut des sous à l'étranger, je ne vais pas non plus caricaturer. Mais ça fait quoi? 750 milliards à qui vous dites, monsieur, vous en faites ce que vous voulez. Mais si vous le placez à l'étranger, walou, pas d'avantage. Si vous le placez en France, oui. D'ailleurs, on ne saurait pas où les mettre. Soit dit par parenthèse. Vous avez plus de 600 milliards sur les comptes épargne de toutes sortes. Hein. Donc, ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas de capital en France. Ce n'est pas vrai. La question est de quel côté on l'oriente. Et en effet, vous avez raison, on peut, si c'est des actionnaires privés, il faut donner des garanties. Mais pas une garantie de pillage, ni une garantie de je rentre quand je veux, je sors quand je veux, je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Et vous autres, vous fermez votre bouche et vous supportez. Ça, c'est pas possible. Et vous allez voir qu'on sera obligé d'y passer. Ils vont nous courir derrière. Tous ceux qui sont, alors, comme le disait Sophia Chikirou, ça dépend de ce qu'on entend par économie réelle. Hein. Mais l'économie réelle, l'attente d'un pays, vous levez le matin, il faut quand même qu'il y ait du pain pour le casse-croûte des gamins, non? Pour faire le petit déjeuner. Donc, vous ne souciez pas, l'économie, ça fonctionne. Même, de toute façon, ça redémarre le lendemain matin. Et je rappelle, parce que comme j'espère que le message arrivera, nous ne sommes pas sans armes. Je vous l'ai déjà dit 150 fois pour ceux qui sont insoumis ici. Il paraît qu'on a 3 000 milliards de dettes. D'abord, ce n'est pas nous qui les avons faits. Non, mais que tout le monde s'en rappelle. Hein. Parce que moi, à chaque élection, en plus, comme ils ont zéro imagination, à chaque élection, ils me collent 100 milliards de déficit que je vais créer. Ben, heureusement que c'est que 100 milliards. Mieux vaut moi avec 100 milliards qu'avec 3 000, hein, pendant qu'on y est. Je le tourne à la blague pour vous dire à quel point c'est odieux et insupportable. Mais cette dette, ce n'est pas notre argent. Passez-leur le message. C'est nous qui avons la bombe atomique. Par conséquent, la Banque centrale européenne, qui sait, comme nous tous, que cette dette ne sera jamais payée. Dans aucun pays d'Europe, personne ne pourra jamais rembourser cette dette. Nous avons donc à trouver le moyen de la faire fondre pour que l'investissement, et notamment l'investissement public, car dans ce pays, le premier investisseur, c'est l'État et les collectivités locales. Le premier investisseur, ce n'est pas le capital chaque année, c'est la puissance publique. Nous avons besoin que la puissance publique puisse intervenir parce qu'ils nous demandent tous de le faire. Et elle le fait en leur faisant des cadeaux d'impôts, de cotisations, de tout, qui sont mis à la charge de toute la société par des gens qui en plus viennent nous donner des leçons sur la manière de produire efficacement à moindre coût. Tu parles, c'est nous qui les portons sur notre dos comme des bourricots leur charge. Voilà ce qui se passe. Le dessin, vous savez qu'on voit sous la Révolution de 89, il n'a jamais été aussi actuel qu'aujourd'hui. La classe moyenne, la classe moyenne en général, porte sur son dos tout le poids de l'effort collectif. Et les pauvres dans ce pays cotisent plus en allant acheter leur pain, leur lait chaque jour, quand ils peuvent l'acheter, que les riches. Parce qu'eux, ils payent la taxe à 20%, à 18% de moyenne, pendant que les autres sont soigneusement planqués et en payent le moins possible chaque jour. De toute façon, tout ceci vous conduit à la fin à la même chose. Qui décide dans la société? On n'a pas eu vraiment la réponse dans l'entreprise. Ou on en a une, mais la porte-parole a été prudente et cherchait à ne pas trop s'exposer à la vindicte des autres qui sont là et qui attendent peut-être. Mais nous avons un modèle d'économie qui fonctionne, l'économie sociale et solidaire. Moi, je rejoins ce qu'a dit Sophia Chikirou il y a un instant. Oui, il faut que ça soit plus important, plus de coopératives, plus de partage. Et alors là, juste pour terminer en rigolant, puisque vous aimez tant l'actionnariat populaire, je me rappelle, j'ai des drôles de copains, vous savez, dans la vie. Moi, j'étais pote avec Serge Dassault.
que j'aime les avions, j'ai le droit, hein, bon. Donc j'étais pote avec Serge Dassault. Il était persuadé que j'allais venir voter ces trucs, et il voulait répartir le capital, les bénéfices, les profits en 3. Un tiers pour l'entreprise, un tiers pour les actionnaires, un tiers pour les ouvriers. Bon, alors, moi, je ne vais pas aller voter un truc comme ça me dérangeait, j'y allais pas, ils m'engueulaient après, tout ça. Bon. Mais si vous aimez tant que ça, il y en a qui ont essayé de faire ça. Les Suédois, c'est des vrais sociodémocrates. Bon, ils voyaient bien qu'ils arrivaient à rien, donc ils disent on change la règle du jeu. Tous les ans, chaque entreprise est obligée de donner 20% de son capital aux ouvriers. Vous avez compris la suite. Il arrive au moment où il n'y a plus de capital privé là-dedans. Ou plus exactement, c'est tout du capital ouvrier. Ils ont été nettoyés à l'élection suivante. Hein. Vous voyez, ça n'a pas traîné. Même un social-démocrate, c'est toujours trop pour les autres, dès qu'il s'agit de partager si peu que ce soit. Donc vous serez obligé d'aller au rapport de force. Et je trouve que l'impuissance dans laquelle on est à répondre clairement qui doit décider, c'est un problème idéologique fondamental. Est-ce qu'on peut dire ceux qui doivent décider, c'est le grand nombre? Et tout à l'heure, on peut citer Jaurès. C'est lui, la phrase, elle est géniale. Il dit « La Révolution a laissé les Français rois dans la cité et serfs dans l'entreprise ». Est-ce que oui ou non, on croit que le collectif de travail est capable de prendre les bonnes décisions pour le travail? Oui ou non? Si on pense non, c'est plus la peine d'en parler. Et qu'on nous dise, bon non, écoute, tu rêves, ça marche pas ce truc-là, ça fonctionnera jamais. Mais si oui, alors pourquoi on le fait pas? Et pourquoi on aurait peur de le dire? Qu'est-ce que ça gêne? Qu'est-ce que ça empêche? Et au contraire, qu'est-ce que ça pourrait libérer comme énergie? Parmi les boîtes qui sont sous le régime de la coopérative, vous avez des... Il ne faut pas croire que c'est seulement des gens qui font de la menuiserie, encore qu'il y a besoin de bons menuisiers. Mais c'est tout, c'est la boîte de câbles qu'il y a en coopérative, c'est la plus grande du pays. Bon, on a une chaîne de production qu'on peut faire sur des produits d'une totale modernité. Par exemple, maintenant qu'on a enfin récupéré, après avoir râlé pendant 10 ans, 15 ans, contre le fait qu'on ait vendu la machine à fabriquer des câbles à Nokia, Alcatel-Lucent, où il y avait déjà un petit génie du MEDEF qui était venu nous inventer l'entreprise sans mur. Génial, non? Mais oui, c'est Nike, on connaît le truc. Hein. C'est Nike qui dit, nous, on ne fait pas de chaussures. Nous, on a un carnet de chèques, un carnet de commandes et une licence, c'est tout. Et ils font la loi dans 10 pays où c'est eux qui fixent les salaires. Et quand les gens disent « Mais attendez, le salaire que vous nous payez, c'est même pas le salaire minimum ici. Le pays envoie l'armée contre les ouvriers, pas contre Nike. » Ça s'est passé dans plusieurs endroits. C'est pour vous dire que tout ça, on peut le porter. Et bon, je reste sur ma faim, je parle franchement. Hein. J'ai entendu un tas de choses. On va maintenant, moi j'ai noté un peu, mais tout ça, on va le récapituler pour voir qu'est-ce qu'on reprend, à quoi on répond et comment. Mais est-ce que le pouvoir, c'est une question dans l'entreprise, est remis au producteur, ou bien est-ce que c'est la loi qui doit exercer le pouvoir dans l'entreprise, ou bien... Voilà, ce sont des questions décisives. Si ce que nous racontons ne tient pas debout, alors il faut arrêter. On ne va pas se cramponner à des mythes. Mais si ça fonctionne, et si c'est un des instruments de la relocalisation, et si c'est un des instruments pour créer de la propriété collective des producteurs, alors il faut y aller à fond, pas à demi-mesure. Pas on ne sait pas, on va faire attention, non, il faut y aller. Et croyez-moi, dans les rapports de force, on ne respecte que ceux qui sont forts.